Plus nous évoluons et plus le programme devient assez intense. Un grand merci donc à nos exposants et un merci également à Monsieur Aphrodis Mutangana. Il est le président exécutif chez AM Group Limited Rwanda. Il était en atelier tout à l'heure avec le thème les opportunités du digital dans le développement de l'entrepreneuriat en moment de crise. Nous allons poursuivre à présent ce salon et un grand merci encore d'être avec nous sur nos différentes plateformes pour suivre ce direct. Et merci également de partager. Je vous invite donc à suivre le panel et ce panel sera modéré par Monsieur Philippe Awaga. Il est le directeur du cabinet Synergie. Nous partons avec le thème le plan national de développement face à la Covid-19, défis, réalisations et stratégies. Je vous prie donc de recevoir ici avec moi Monsieur Philippe Awaga. Il est le directeur du cabinet Synergie. Merci infiniment. Vous qui êtes présents ici dans la salle et à nos internautes qui nous suivent, j'ai l'honneur d'animer, de modérer le panel des panels, le panel 5. Et cela n'engage que moi. Pourquoi? Parce que ce panel va quand même se débattre du PND, le plan national de développement qui est la boussole de développement du Togo. Et donc, avec moi sur ce panel, quelques personnalités que nous allons avoir. Donc nous allons d'abord avoir Monsieur Agoro Medjessiri Bi, diplômé de l'ENA et à l'école de douane de Belgique. Monsieur Agoro est actuellement deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football et directeur des opérations douanières du Golfe OTR, à l'Office togolais des recettes. Donc je vous prie de l'accueillir. Ensuite, nous allons recevoir M. Kossi Messan Edem Agodé. M. Kossi Messan Edem Agodé, directeur des opérations à l'Agence nationale du volontariat au Togo. Il est sociologue et géographe de formation. M. Edem débute sa carrière auprès des organisations de développement de la place, puis au sein d'un bureau d'études internationales spécialisé en ingénierie de développement, où il était en charge du programme d'appui au développement organisationnel et au renforcement des capacités managériales des organisations de petite échelle. Il poursuit ensuite cette mission au sein de l'NVT depuis 2015, d'abord comme chef service, mobilisation des structures d'accueil, puis comme directeur des opérations où il assure que les volontaires formés interviennent sur des missions de développement à forte valeur ajoutée pour les organisations et les communautés d'accueil, l'employabilité des jeunes, le développement des volontariats et leur alignement sur les enjeux de développement sont autant de thématiques d'intérêt sur lesquels il travaille. Je vous prie de l'accueillir sur le plateau. Merci. Vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Il est entrepreneur et chef d'entreprise. Donc, il va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Il est là dans la salle, il se prépare. Merci beaucoup.
Ensuite, en ligne, puisque nous avons en présentiel notre personnalité, nous aurons une dernière personnalité qui est en ligne. Il n'est plus à présenter, il était déjà intervenu hier dans le lancement du salon. Il s'agit du docteur Stéphane Akaya. Il est économiste financier, expert en politique de développement, la gestion des projets de développement du secteur privé au Togo et en Afrique. Le docteur Akaya est actuellement conseiller économique et financier du Premier ministre du Togo. Il a assumé des fonctions de secrétaire technique adjoint sur la vision Togo 2030 au ministère auprès de la présidence de la République chargée de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Vous convenez avec moi qu'il est bien placé pour parler du PND. Le docteur Akaya a été assistant technique pour plusieurs organisations internationales comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BAD, le système des Nations Unies et plusieurs autres organisations internationales au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Rwanda. À travers son cabinet, D-Link Consulting, le docteur Akaya a publié plusieurs rapports sur le secteur privé, les politiques publiques, les stratégies de développement, les opportunités d'investissement, les niches de marché, la mondialisation et le commerce équitable. Il est titulaire d'un doctorat en Business Administration à Paris, d'un master en gestion de projet de l'Institut africain de gestion et d'études commerciales, d'une maîtrise en économie à l'Université de Lomé et diplômé en gestion des affaires à l'Institut Marie-Thérèse Sola Group à Dinard en France. Il est en ligne avec nous. Alors, comme je vous le disais tantôt, je parlais du panel des panels. Pourquoi? Parce que notre panel parle du PND. Et nous allons intervenir justement sur deux séries de questions que nous allons poser à nos panélistes qui sont ici présents et en ligne avec le docteur Akaya. Et ensuite, nous allons recueillir des questions des internautes et de tous ceux qui nous suivent. Alors, avec la Covid, nous avons tous constaté qu'il y a des mesures de restop qui sont adoptées et on se rend compte que ça n'a pas quand même empêché beaucoup de dégâts. N'empêche que le Togo, depuis 2018, s'est doté d'un plan et ce plan a été lancé ici même par le chef de l'État. Et ce plan est un document stratégique quinquennal couvrant la période 2018-2022 qui vise à transformer structurellement l'économie togolaise pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois, décent pour tous et induisant l'amélioration du bien-être individuel. Alors, le PND s'articule autour de trois axes principaux. Comme vous le savez, primo, la nouvelle feuille de route quinquennale qui permettra de diriger le Togo comme hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le deuxième axe vise à développer des pôles de transformation agricole manufacturière et d'industrie extractive. Avec le troisième volet de cette stratégie de développement, Lomé entend consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Le PND, c'est aussi 15 projets phares. Alors, chers panélistes, merci de nous faire cet honneur de partager votre expérience avec nous, avec les internautes et ceux qui sont dans la salle. Nous saluons aussi M. Akaya. Nous voulons voir s'il est en ligne, s'il nous suit. M. Akaya, est-ce qu'il nous suit? Bon, on va rapidement ramener le PND et le rapprocher à la crise que nous traversons. Et donc, je vais m'adresser à M. Medisiribi pour la première question.
Comment la crise sanitaire actuelle affecte-t-elle l'atteinte des objectifs du PND au Togo? Merci. Je voudrais à mon tour m'aligner sur ce que vous aviez dit tantôt en qualifiant ce panel de panel des panels au regard de la thématique qui est relative au PND. Donc, le PND rapporté à la COVID-19, il est évident de comprendre que nécessairement il y a eu des effets qui vont se répercuter sur l'application du PND au regard de ce que le PND, comme vous l'avez si bien défini, se rapporte à tous les secteurs. Lorsqu'on prend le PND, on aperçoit que c'est un modèle de développement qui rassemble tous les secteurs de l'économie. Donc, ceci étant, comment une telle crise sanitaire peut-elle ne pas affecter le PND? Sur beaucoup de plans, des effets négatifs sont notés au regard de ce que cette crise a brisé l'élan que le PND avait déjà pris, vu que le PND se rapporte aux populations qui, dans leurs mouvements, sont désormais limitées, et il va de soi que nécessairement un impact négatif soit noté par rapport à ce plan qui est un programme ambitieux de développement sur les 4 ans. Vous savez, les frontières sont fermées. Les frontières étant fermées, les mouvements des uns et des autres en vue d'animer l'activité économique sont très réduits ou même annihilés. De cette façon, l'activité économique prend un coup. Et une analyse ou un tableau que l'on peint au plan macro-financier laisse même entrevoir que la croissance économique suite à la COVID-19 prend un sérieux coup, un coup de déperdition fiscale et même économique à l'échelle même de moins de 4% à peu près de la croissance pour un PIB initialement fixé à 5,5. Aujourd'hui, on se retrouve sur le plan, l'analyse révisée à pratiquement légèrement plus de 1%. Vous convenez donc avec moi que l'impact au plan économique est marquant et il est un peu négatif. Mais des espoirs existent pour croire en ce plan, puisque au-delà de ce que la COVID-19 a entraîné comme perturbation et répercussions, très rapidement, le gouvernement togolais a su nous verser dans un certain nombre de mesures, qu'elles soient d'ordre fiscal, d'ordre sanitaire et aussi bien d'ordre social. Donc je voudrais dire que au regard de ce manque à gagner ou de cet élan brisé sur tous les secteurs, il est véritablement à comprendre que l'élan est brisé, mais les mesures gouvernementales qui ont couvert tous les aspects, tous les secteurs et même le social permettent de se rattraper un temps soit peu pour viser atteindre des objectifs à l'horizon 2022. Merci beaucoup, M. Medisiribi. L'élan brisé, difficultés constatées
à cause de la Covid-19. Alors, est-ce que avec cette crise sanitaire, le PND, on peut, avec le PND, toujours atteindre les objectifs quand même? Est-ce que ça peut être atteint? Je vous laisse libre choix aux autres d'intervenir aussi, puisque M. Médicilibi l'a annoncé en même temps en disant qu'il y a de l'espoir. Est-ce que les objectifs peuvent-ils être atteints quand même? Monsieur Gourou, ok, merci. Je pense que dans une perspective optimiste, on doit se dire qu'elles peuvent être atteintes. Parce que quand on regarde le PND, les différents scénarios de progression ont été également développés. Et bien entendu, dans les différents risques que mon prédécesseur a déjà évoqués, il y a notamment la question du développement du secteur privé, mais nous voyons que l'un des secteurs les plus touchés par la crise actuelle, c'est bien ce secteur-là. Et nous voyons que à travers le PND, c'est au moins le tiers de ce plan qui doit être financé par ce secteur. Donc du coup, il y a un redéploiement d'efforts et d'actions qui est nécessaire à faire pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Mais je pense que certaines de ces actions sont déjà en train d'être prises, surtout si on regarde un peu sur l'axe 3, qui concerne le développement social et la mise en place des mécanismes d'inclusion. Voyons que des actions sont en train d'être mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, sur les autres aspects également, des actions sont en train d'être mises en place, mais il est quand même, de façon réaliste, de constater que c'est quand même des efforts importants que l'État doit encore mener. Merci beaucoup, monsieur. On se rend bien compte qu'il y a de l'espoir. Justement, qui dit secteur privé parle de l'entrepreneuriat. Dans quel axe on peut retrouver justement cet entrepreneuriat, monsieur Glé de la Chambre de commerce? Oui, merci. Permettez que je me présente. Je suis venu un peu en retard. Mon nom est Glé Kossi Amitefé. Je suis un ancien des Nations Unies. J'ai souvent fait dans le développement. Et maintenant, je suis avec la Chambre de commerce en tant que chef d'entreprise. La Covid nous a interpellés. Je peux dire que c'est une occasion que nous avons eue ensemble pour, disons, réglementer notre fonctionnement d'une autre manière. Et constater que la santé est un moteur pour la vie. L'éducation, nous devons l'acquérir pour être utile. Et être utile signifie être actif quelque part au service pour tous. C'est là l'entrepreneuriat. Et les entreprises qui sont au service du développement national ont, oui, bien entendu, eu des freins. Des freins. Si la santé n'est pas bonne, un malade ne travaille pas. Et sa connaissance ne peut plus être utile. Et ces activités qui sont en berne ne seront plus au service de qui que ce soit. C'est cela que nous avons connu. Nous avons connu cette situation et ce n'est pas le schéma du PND, ça. Le PND est un schéma qui contribue au développement de l'humain togolais. Et le PND a confié 65% de sa production au secteur privé. D'ailleurs, le gouvernement qui nous conduit vient de réitérer qu'il s'appuie sur le secteur privé pour aller de l'avant. Ça veut dire que nous avons de l'espoir. Le secteur privé existe. Le gouvernement est tout à fait en synergie avec le secteur privé pour faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Et c'est à cela que nous travaillons. D'emblée, je dirais que nous avons appris une autre façon de fonctionner. Regardez, nous sommes en train de faire ce que nous faisions en salle et communément. Et nous atteignons une plus grande audience tout en n'étant pas nombreux en digital. Cette culture commence par, disons, intégrer nos vies. Et sur plusieurs plans,
sur plusieurs plans. Donc je dis que nous pouvons avancer. Puisque d'autres l'ont fait, ce n'est pas parce que d'autres l'ont fait que nous ne pouvons pas le faire. Non. Parce que les pays comme la Chine, la Corée du Sud, des pays proches de nous d'ailleurs aussi, le Burkina en ce moment-ci, ils font des choses fantastiques. Nous pouvons, au regard de nos capacités de travail, au regard de notre capacité de connaissance, développer ce que nous voulons faire par l'industrialisation. Nous savons que l'industrialisation nous permettra de transformer ce que nous possédons et faire des chaînes de valeur ajoutée pour que chacun puisse se positionner quelque part dans la chaîne et qu'ensemble nous tenions pour aboutir. Ce qui veut dire que nous sommes à l'école maintenant de la crise que nous devons transformer en opportunité pour nous développer et à l'issue de cette crise, nous appartenir. Nous appartenir parce que tout à l'heure, là, je viens d'enlever mon cache-nez qui n'est pas produit ici. Cela, simplement, ça s'exige. Ça s'exige. Nous avons des problèmes et je suis bien placé pour en parler parce que je suis à la Chambre de commerce. Des problèmes de transport. Quand les produits viennent au port, la logistique est ralentie simplement parce que. Nous avons certaines choses qui sont devenues des produits beaucoup plus chers alors que la matière première quitte chez nous avant d'être transformée et nous est retournée ici. Nous sommes dans une chaîne de vie, c'est-à-dire que nous produisons et nous ne transformons pas. Nous avons beaucoup de possibilités de transformer parce que les outils de transformation existent et on sait où ça se trouve. Et nous avons les compétences pour transformer. Ça veut dire que rien ne nous manque en ce moment-ci. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas. Le secteur des affaires a été amélioré au Togo. Et nous sommes parmi les meilleurs à travers le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques au niveau du monde qui disent que le Togo est dans les tout premiers. Sinon, le petit Togo est troisième, deuxième, premier dans tel rang, dans tel secteur. Comment ne pourrions-nous pas profiter de cette situation assainie? Disons que le lit est fait, il faut se coucher. Ce n'est pas que nous avons eu le Covid que nous ne pouvons pas nous coucher. Le lit, il est fait. Le secteur des affaires est assaini et continue d'être assaini. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Il l'a fait. À nous, maintenant, secteur privé ou individus togolais, ayant eu la capacité, la formation nécessaire de nous développer. Le Covid, si ça ne nous tue pas, alors nous avons encore la chance de dire que nous pouvons lutter pour aller au-delà de ce que les gens pouvaient penser. Bref, nous ne sommes pas perdus. Nous avons eu une expérience et je dirais que par cette expérience-là, le stress que nous avons eu doit nous accompagner à retrouver notre voie pour le développement. Merci beaucoup, M. Clay. Je pense qu'en regardant les autres panélistes, ils étaient assez enthousiastes, ils ont des choses à rajouter. Et je les laisse alors intervenir, en commençant par M. Agodé d'abord. Okay. Oui, toujours la place de l'entrepreneuriat dans le PND. Donc, voilà. Okay, merci beaucoup. Donc le partenariat, l'entrepreneuriat se trouve donc dans l'axe 3 du PND, notamment l'effet 4 qui porte sur l'accès des jeunes et des femmes à des emplois productifs, décents et durables. Et nous savons tous que l'axe 3 du PND veut mettre en place, en fait veut encourager, l'État veut marquer donc sa volonté de pouvoir voir des ressources humaines, valoriser les ressources humaines au service du développement économique, puisque nous savons bien qu'avec le PND, c'est la transformation structurelle de l'économie qui doit être le moteur du développement durable.
Et donc, l'entrepreneuriat donc, fait partie de cet effet 4 qui porte sur qui intègre toute la problématique de la jeunesse, en fait. Pour préciser très rapidement, la problématique de la jeunesse se pose donc sur 2 aspects. L'accès à un emploi durable et la nécessité de participer au processus de développement. Et sur la question de l'accès à un emploi durable, décent et productif, 2 principaux mécanismes ont été mis en place. Des mécanismes pour encourager l'employabilité des jeunes et des mécanismes pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Sur la question des mécanismes pour encourager l'employabilité des jeunes, nous avons des programmes comme le programme AIDE, porté par l'ANPE, le programme de volontariat national, porté par l'Agence nationale du volontariat, qui sont surtout pour ce qui concerne le volontariat que je connais mieux, qui est un programme qui répond à la fois à l'obligation de donner aux jeunes l'opportunité de s'engager pour des causes nationales, mais aussi dans son engagement, trouver des moyens pour pouvoir renforcer ses capacités. Et renforcer ses capacités, c'est ça le nœud de la réalisation du PND, parce qu'on veut mettre en place des ressources humaines qualifiées au service du développement économique attendu. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, mon prédécesseur a suffisamment un peu détaillé le contexte de l'entrepreneuriat au Togo. Mais je voudrais juste préciser, en plus des éléments qu'il a évoqués, tous les autres dispositifs que nous connaissons, le FAEJ, le PAEJ-SP, le PRADEP, d'autres mécanismes que l'État a mis en place pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Et sur l'axe de la nécessité de leur participation au processus de développement, nous avons vu un peu aussi les dispositions qui sont prises pour que les jeunes s'engagent dans des processus associatifs, ils s'engagent dans des initiatives bénévoles, mais aussi par le fait que toujours le volontariat, puisqu'il se met donc entre ces deux-là, la promotion de la participation des jeunes et la promotion de l'employabilité des jeunes. Et donc, je pense que c'est l'axe qui permet le plus de voir, il est l'axe 3, je voudrais dire. Il est à la fois le résultat des deux, puisque les 2 premiers, le développement des hubs logistiques, le développement de l'agro-business, doivent impulser le développement social, mais aussi l'axe 3 se sert comme un support des 2 premiers, puisque les ressources humaines qualifiées devront servir les 2 premiers axes. Donc, pour pouvoir mieux préciser par rapport à la place de l'entrepreneuriat, il est au cœur des mesures que le gouvernement a prises. Je voudrais juste peut-être revenir sur une de ces mesures précises, c'est la mesure spéciale des 25% des marchés, des marchés publics qui doivent être attribués aux jeunes et femmes, qui est une décision qui promeut la participation des jeunes au processus compétitif d'accès au marché public. Merci beaucoup. Oui. Merci. En tant que fiscaliste de surcroît douanier, je voudrais aborder dans le sens de l'entrepreneuriat en disant qu'une bonne part est faite aujourd'hui parmi les mesures gouvernementales dans l'amélioration du climat des affaires et pour notre part un rôle dédié aux administrations des douanes et fiscales pour que cela soit ou aide à ce que malgré tout, malgré la Covid-19, le secteur privé ne soit pas véritablement au sol et qu'à cela ne tient des mesures qui sont mises en branle n'ont pas empêché, par exemple, la mise sur pied d'un hub logistique d'excellence de se réaliser. Tout est en train d'être mis en œuvre pour que le climat des affaires au Togo soit assaini et pour que l'on puisse sous peu réaliser ces projets sur lesquels ou qui portent le PND. Et la Covid est venue mais n'a pas décéléré
la hargne du gouvernement à atteindre ces objectifs, comme le collègue l'a dit, sous-tendre le troisième, puisque in fine, c'est le développement social et inclusif qui est visé. Beaucoup de mesures sont mises en œuvre sur le plan fiscal et douanier pour quand même soutenir le secteur privé et pour lui permettre d'être toujours debout malgré tout et de pouvoir conduire le PND dans l'atteinte de ses objectifs. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci beaucoup. Donc, on se rend bien compte que tous les jeunes entrepreneurs doivent se dire que le PND, c'est pour eux et que c'est à eux maintenant de s'impliquer parce que tout est mis en place pour qu'ils puissent réussir. Alors, si monsieur Stéphane, le docteur Stéphane Akaya nous suit et s'il est en ligne, nous voulons qu'il nous rappelle un peu qui nous parle du PND, donc en nous relevant les potentielles implications sur le secteur privé. Il est en ligne, il nous suit. Docteur Akaya, vous nous suivez? Donc, les potentielles implications sur le secteur privé. Oui, je remercie Philippe, merci, hein, merci à tous les panélistes. C'est avec beaucoup d'intérêt que je vous ai écouté et c'est avec beaucoup de joie que je vais faire ma contribution dans ce panel qui, à mon avis, est très important et au cœur même de la relance de l'économie en ce moment. Et je pense que de manière très très brève, ce que je voulais rappeler, c'est que la crise a forcément impacté notre pays et on le sent aujourd'hui sur... Allô? Oui, et on le sent aujourd'hui sur les indicateurs macroéconomiques. Je vais partir de deux scénarios, un scénario de référence, scénario alternatif, pour illustrer comment cette crise a impacté les capacités du gouvernement. Hypothèse que la crise dure 6 mois. Et ça, c'est un scénario qui a été construit avec la Banque mondiale. Donc, avec les 6 mois de crise, nous avons un impact très fort sur le taux de croissance qui va baisser au lieu de 5,3% en 2019, mais pour 2020, nous tombons à 1% dans le scénario de référence. Et nous avons forcément des dégradations qui sont induites par cette baisse de la croissance et des dégradations qui peuvent aller jusqu'à 5,5% de déficit. Okay? Donc ça veut dire que les capacités de l'État sont complètement réduites pour pouvoir financer les besoins en matière de développement. Et si je prends un scénario beaucoup plus pessimiste, c'est-à-dire que si la crise durait 9 mois, donc c'est-à-dire de juin jusqu'à l'année prochaine, donc nous avons un taux de croissance qui est complètement négatif et nous sommes dans ce scénario parce que jusqu'aujourd'hui, la crise n'a pas encore donné des réponses concrètes, notamment dans les pays développés. Et aujourd'hui, nous voyons que le scénario pessimiste risque d'arriver et on peut avoir une croissance qui tombe jusqu'à moins 1,5% pour cette année. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est de se dire que quand nous sommes dans des scénarios où nous avons des baisses drastiques de taux de croissance, la reprise peut être rapide, c'est la bonne nouvelle. Donc, cette croissance qui tombe à moins 1,5%, si l'année prochaine nous arrivons à trouver des solutions à la crise, nous allons forcément avoir des capacités plus accrues de consommation et qui permettent justement au secteur privé de se relancer. Donc, il s'agit aujourd'hui de voir comment cette relance s'organise autour des potentialités de notre économie et qui permettent justement à cette croissance, la croissance qui est attendue l'année prochaine soit beaucoup plus intéressante. Donc, le scénario prévoit pratiquement... Allô? Vous m'entendez? Oui, nous vous suivons. Continuez. Monsieur Akaya, nous vous suivons. Oui, allez-y.
l'année prochaine risque d'être, sera encore plus forte si les pilotes de l'économie se remettent bien en place pour profiter notamment du rattrapage de la croissance qui va forcément se dérouler. Donc, en termes d'impact toujours sur le secteur privé, puisque c'était là la question, une étude réalisée par la Banque mondiale montre sur l'important en matière de consommation pour les ménages. Nous avons vu que ça a beaucoup baissé et ceci c'est à cause, je dirais, du confinement que nous avons dans les pays développés qui ont forcément réduit la capacité des transferts, enfin la capacité de la diaspora à envoyer des fonds pour nos familles ici. Donc ça a beaucoup baissé et on attend des impacts aussi importants, notamment qui vont se refléter sur la pauvreté, le chômage, voilà, donc impact sur l'emploi. L'étude a aussi révélé que pendant cette période de Covid, l'emploi, les entreprises ont eu des difficultés, notamment à employer et de nouvelles personnes, mais encore pire, c'est que certaines personnes ont été mises en chômage technique et d'autres personnes, c'est carrément le licenciement faute d'activité de l'entreprise. Donc, vous voyez très bien que cette crise a eu un impact assez important sur nos économies, un peu moins peut-être sur les économies comme les nôtres, mais le fait que nos économies sont très liées aux économies extérieures, donc forcément l'impact vient vers nous. Maintenant, ça me permet de réfléchir sur les solutions. Je pense que l'une des solutions majeures et l'un des enseignements les plus importants pour nous aujourd'hui, c'est que nos pays doivent travailler à réduire les circuits de production. Nos circuits de production sont assez dépendants des circuits de production extérieurs. Donc, ça veut dire que dès que la Chine ou l'Inde ou la France est impactée dans son système productif, nous ressentons directement les impacts de cette crise sur nos pays. Donc, il faut pouvoir mettre en place des circuits courts de production, notamment voir comment les chaînes de valeur au niveau interne dans nos pays peuvent se renforcer. Donc, quand je prends l'agro-industrie, quand je prends le secteur de l'industrie manufacturière, quand je prends le secteur des services, il faudra mettre en place des chaînes de valeur qui permettent d'être autonomes sur le territoire. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement aujourd'hui s'est lancé de manière très avant-gardiste sur la question de la consommation locale, qui reste la porte de sortie de la crise. Mettre en place des circuits courts de production. Donc, nous allons pouvoir bénéficier non seulement du fait que nous ne sommes plus dépendants de l'extérieur, mais des petites industries et pouvoir avoir un marché propice pour se développer. L'autre solution... Allô? Oui, nous vous suivons. Allô? Allez-y, docteur Akaya. Oui, alors, l'autre solution qui me... Oui, vous m'entendez? Je peux y aller? Oui, oui, nous vous suivons. D'accord. Alors, ok. L'autre solution qui me semble aussi assez importante, c'est la question de l'injection du crédit dans notre économie, parce que c'est une question cruciale. Nous avons vu qu'au cours de la crise, les banques centrales ont réagi. Nous sommes pratiquement au niveau du taux directeur de la Banque centrale, nous sommes descendus au plancher, c'est-à-dire à 2,5%. Mais je dis toujours que ces 2,5% de taux directeur qu'on utilise pour passer de l'argent aux banques, c'était des taux directeurs en période de stabilité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de crise. Donc il faut qu'on change la manière dont nous injectons la monnaie dans notre économie. Donc ça veut dire qu'il faut baisser encore les taux directeurs. Moi, j'envisagerais un taux directeur à 0, sinon négatif, ce qui va impacter le niveau du crédit dans l'économie. Donc ça veut dire que les taux directeurs vont permettre les taux directeurs plus
l'argent ne nous appartient pas. Ok. Vont permettre. Monsieur, on a toujours un petit souci. Maintenant, oui. Centrale. Oui, vous m'entendez? Oui, là, ça vient, ça vient, ça part. C'est la connexion, c'est les technologies, mais bon. Allez-y. Ouais, d'accord. Alors, je disais que il faudra travailler avec les banques pour qu'elles puissent faire ressentir la baisse des taux directeurs dans le niveau de crédit, c'est-à-dire dans le taux d'intérêt appliqué sur les crédits, parce que des fois, c'est difficilement ressenti au niveau des crédits et même sur les crédits qu'on fait sur la consommation, nous avons vraiment des difficultés à voir les taux d'intérêt baisser. Donc, il faudra aussi travailler là-dessus. Donc, c'est fondamental. Ensuite, moi, je pense qu'il faut aussi travailler, comme on est dans le cadre d'une discussion, travailler sur les services bancaires que nous avons pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est fondamental que la banque innove, surtout en période de crise. Parce que nous ne pouvons plus rester dans le crédit traditionnel et dans le crédit classique, notamment les crédits qui, ma foi, n'ont pas permis à la zone de se relever. Et il faudra imaginer ou bien innover sur de nouveaux crédits. Aujourd'hui, le crédit bail a fait son... Je pense qu'il faut aller sur pour booster la capacité des fonds propres. La capacité des fonds propres des entreprises. Donc, il est très important qu'on renforce les fonds propres des entreprises du secteur privé. Une étude a montré que 92% des entreprises sont des entreprises individuelles. Dans ce schéma, il n'est pas possible de faire de l'investissement dans les entreprises parce que vous n'avez pas assez de fonds propres pour supporter du capital. Il faut forcément ouvrir les entreprises, capitaliser ces entreprises et permettre à ces entreprises de recevoir des investissements capables de pouvoir avoir des économies d'échelle sur la production. Ce qui est fondamental dans le sens où nous parlons de raccourcir les circuits de production. Sinon, si nous raccourcissons les circuits de production et que nous n'investissons pas dans les entreprises privées pour prendre en charge les besoins du marché, nous risquons d'avoir des crises, notamment qui vont être des crises liées à l'inflation et tout ce qui va avec. Je prends tout simplement la question de la limitation des importations des produits congelés, notamment du poulet. Et si aujourd'hui, nous ne faisons pas l'effort de densifier la capacité de production du pays, Oui, donc nous allons continuer et revenir rapidement au docteur Akaya, que nous remercions. Le taux directeur à 0%, je pense que c'est le souhait à tous. Il a parlé d'industrialisation, en relayant un peu ce que M. Glé avait déjà annoncé. Donc, nous allons rapidement quand même, parce que quand on voit la dynamique de l'État, on se rend compte que le gouvernement est déterminé quand même à poursuivre le PND, à réussir le PND. Et depuis 2018, il y a eu des réalisations, il y a eu des choses qui sont faites. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur ce qui a été fait, le pourcentage de réalisation? C'est aussi en même temps une question des internautes qui viennent des internautes. Est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations et du pourcentage de ce qui a été fait depuis 2008 où ça a été adopté? Merci. La question s'adresse également à M. le docteur Akaya en ligne. Une fois que... Bien. Disons que je me fais entendre? Ça marche? Disons que le PND a été surpris. Surpris au moment de son élan. Au moment où des projets ont commencé par prendre forme et, je dirais, patatras, la santé de tous s'y est mêlée. C'est l'État lui-même qui a eu le tout premier coup. Parce que les États n'ont jamais eu cette expérience, ni ici, ni ailleurs. Et l'assiette, je dis assiette, et ce n'est pas monsieur le colonel Médié Siribi qui va me dédier, l'assiette
que l'État utilise pour financer le développement de sa société, de ses partenaires, de ses projets, c'est les impôts. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous nous sommes tournés vers l'État pour que l'État soit supprime les impôts, parce que nous ne travaillons pas normalement, nous ne travaillons pas, ou bien pour que l'État nous vienne en aide en payant au moins 70% des salariés, sinon on devrait les laisser à la rue. Et par rapport à ça, j'avoue que l'État ne savait plus où se donner la tête. Le budget de l'État, commençons par ça, a été amputé par quoi? Multiplié par 0. Parce que ce qui a été programmé pour le développement de cette année-là, eh bien, on ne l'a pas récupéré. On n'a pas eu ça. Ceux-là qui devraient nous aider, qui sont les PTF, ils ont eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les pays de l'Occident, que nous appelons les pays développés, qui sont nos partenaires techniques et financiers, ne sont pas épargnés par cette même crise. Et les mesures sanitaires qui ont été prises là-bas, nous sommes bien obligés de prendre les mêmes mesures avec les mêmes moyens, alors qu'en réalité, leurs moyens sont plus élevés que les nôtres. Voyons donc, notre mère, notre père est covidé, et nous donc, les projets, je ne peux pas dire que l'élan n'a pas été pris. Nous, à la Chambre de commerce, par exemple, tous les projets que nous avons engagés existent encore, sont là. Mais est-ce que nous avons, disons, la force mécanique d'aller sur le terrain? Si les mesures sanitaires interdisent d'aller voir, par exemple, le partenaire qui est à côté, ou bien que le partenaire vienne ici, ou bien que l'on amène des équipements d'ailleurs pour que le projet continue. Ce qui a été fait en majorité, c'est de centraliser nos efforts sur le bien-être social. Et ça, je peux dire que le Togo l'a réussi à plus de 90%. Il n'y a qu'à voir le taux de décès que nous avons enregistré au Togo par rapport aux autres pays. Quand vous prenez les ravages que la maladie, que la pandémie a fait ici et là, le Togo, stratégiquement, s'est prémuni et avec de gros moyens. Ces moyens qui auraient pu être investis dans, disons, le développement industriel, la formation des compétences dans les nouvelles technologies, ainsi de suite, ainsi de suite. On en est là, voyez-vous, on en est là, mais le Togo a développé des capacités de résilience pour faire en sorte que les entreprises et les projets ne tombent, ne s'écroulent. Et par rapport aux enquêtes que nous avions faites, le secteur privé, qui en fait est le moteur de ce PND, pour la plupart, les employeurs ont décidé de garder les emplois. Même si c'est à moitié revenu. Et les employeurs ont décidé de relancer l'activité, eh bien, après la pandémie. Ça, c'est pour dire combien l'employeur togolais ou les projets qui sont en cours dans le pays ont résisté à la pandémie. Je dirais que les efforts fournis par nos entrepreneurs nous permettent de croire que nous n'avons rien perdu, sauf que tout le monde est essoufflé. Tout le monde, et le gouvernement, et les entrepreneurs, et.
nous sommes tous essoufflés. Mais ce que nous remarquons, c'est que les fonds que l'État, dans cette pandémie, a permis de mobiliser, ces fonds-là se décaissent difficilement au niveau des banques. Ce n'est pas que les banques n'ont pas les mécanismes, mais les mécanismes qu'ils ont mis en marche ne correspondent pas à l'échelle des entités productrices. Vous venez d'entendre le docteur Akaya qui a dit tout à l'heure que 92% des entreprises de notre pays sont des entreprises uniques, disons unipersonnelles. C'est-à-dire que ce sont des établissements et que le responsable est directement lui-même. Les sociétés où on a un conseil d'administration sont limitées. Mais là aussi, celles qui sont ces sociétés-là togolaises, eh bien, n'ont pas la grande force, mais ils résistent. Les sociétés qui sont des sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée quand même de grande envergure, tiennent encore bon. Ils sont encore bons et se soutiennent. Alors, j'aimerais dire une chose. D'accord. Dire qu'il faut réinventer le financement. Il faut réinventer la banque. La banque elle-même a l'habitude de restructurer une activité qui ne marche pas très bien. Il faut restructurer. Il faut mettre à niveau. La banque elle-même a un mécanisme de mise à niveau de là où il constate que son argent va se perdre. Il faut mettre à niveau les entreprises qui soutiennent l'économie de notre pays. Je ne peux pas dire aujourd'hui, sans me tromper, je ne peux pas avoir des précisions pour dire que voilà, on a réussi à faire à 90% de ce que nous avons prévu. Par rapport à quoi? Par rapport aux 4622 milliards? Non. Mais nous sommes dans un élan où, si nous n'avions pas ces problèmes, je suis convaincu que 2, 3, 4 projets auraient totalement absorbé la planification financière du PND. Mais cette pandémie est venue essouffler tout le monde. On attend la relance et on va voir maintenant comment faire la relance pour que nous puissions gagner sans perdre. On attend la relance, disait monsieur Glé, c'est bien. Je disais tantôt qu'il y a une dynamique quand même qui s'est créée. Comme vous l'avez précisé, le gouvernement s'est appesanti beaucoup plus sur le social pour pouvoir quand même accompagner sa population. Mais il y a eu quand même quelques réalisations ou des réalisations qui sont en cours. Donc, qui peuvent quand même dire ou donner l'impression que oui, on peut toujours continuer le PND, on va arriver à bon port. On peut, malgré la Covid-19, arriver à bon port avec le PND. Donc, notamment, parler par exemple de la plateforme industrielle d'Adéticopé qui est en cours. Donc, il y a d'autres. Donc, je vous laisse la parole pour intervenir sur les agropoles, les autres projets. Il y a beaucoup. Et donc, allez-y. Laissez-les. Bon, vous voulez. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font. D'accord. Il y a, au niveau de l'État lui-même, des plateformes industrielles qui sont envisagées, qui sont structurellement créées, dont l'installation se faisait dans chacune des régions de notre pays. Il y a celle qui est la plus saillante, qui se fait à Adéticopé, sur pratiquement à peu près 800 hectares en tranches. La première tranche, ça fait 213 hectares, l'autre c'est 254, et on voit, et déjà la zone a réaménagé pour réinstaller ceux qui seront, ceux dont on aura récupéré les terrains, se fait au niveau de
de Thévier là, D'accord. d'Alavé. Vous voyez? Bon, tout ça là, c'est déjà prévu. Et il y a à Tapamé, au nord, Oui. hein, donc dans chacune des régions, sur le plan logistique, on a planifié ce qui devrait être fait. Et il y a des acquéreurs déjà qui sont là. Parce que ce sont des projets qui sont en PPP, partenariat public-privé. J'ajouterais, c'est vrai que les prédécesseurs se sont suffisamment étalés sur le développement économique. Mais je voudrais mentionner également que la crise a questionné réellement la pertinence de l'axe 3 et surtout sur les mesures de protection sociale qui devront être prises par rapport aux plus vulnérables. Et nous avons vu, entre autres, des mesures prises par l'État, notamment l'initiative Novici, qui a été prise vis-à-vis des personnes touchées, dont les activités économiques sont touchées. Parce que là, nous parlons du secteur privé, donc du secteur de l'économie formelle, mais nous savons que la grande majorité de notre économie, de personnes, de la population active du pays, exercent dans l'informel et donc ont été touchés. Et je pense que c'est également des réalisations à mettre à l'actif du PND. Il y en a d'autres parce que quand on prend l'axe 3, c'est l'un des axes qui comporte jusqu'à 17 grands effets qui vont de l'accès à l'éducation équitable au développement des entreprises culturelles qui créent de l'emploi. En passant par tout ce qui porte sur l'emploi des jeunes, tout ce qui porte sur la formation. Je pense que des éléments sont en train d'être mis en place, mais n'attendent que, comme les prédécesseurs l'ont évoqué, que le secteur, comme je le disais, le but du PND, c'est que la transformation structurelle de l'économie attire le développement durable, donc n'attend que l'opérationnalisation de la plupart des projets dans le secteur qui portent sur l'axe 3, n'attendent que le déploiement des autres projets au niveau de l'axe 1 et 2. Merci beaucoup. Il y a des questions qui nous viennent des internautes, qui rejoignent des questions que nous traitions déjà. Monsieur Médiciribi, quel rôle chacun de nous, Togolais, doit-il encore jouer pour mener à bien notre PND? C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions tous comprendre que le PND, ce n'est pas une question de l'État, ce n'est pas une question du gouvernement, mais c'est une question de nous tous. Alors quel rôle chacun de nous doit jouer? Vous, monsieur Médiciribi, ensuite le docteur Akaya en ligne. Merci. Je voudrais, avant d'aborder cette question, la réponse à cette question, revenir un peu pour dire aussi les réalisations à l'échelle de la fiscalité, puisque au lancement du PND, vu qu'une grande part devrait être portée par le privé, le gouvernement a pris une série de mesures appelant l'OTR à prendre des mesures d'allègement ou d'avantages à accorder à ce secteur. Car cela ne tient, l'OTR dans son schéma n'a pas attendu. Et pour nous, ça peut être noté comme des réalisations puisque ces idées d'allègement fiscaux sont pris en compte et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, il y a plein de choses à mettre à l'actif qui sont réalisées et qui étaient des préalables pour la réussite du PND, même si concrètement le lancement opérationnel n'est pas fait, il y a des préalables de la nature des allègements de la fiscalité et des facilitations à apporter aux hommes d'affaires togolais et autres qui sont de mise. Donc c'est ce que j'avais ajouté pour dire qu'on doit noter aussi déjà des avancées très positives sur le plan de la fiscalité et qui ont consisté à répondre très rapidement à ces mesures d'allègement et de facilitation à apporter aux opérateurs économiques. Maintenant, pour
aborder la question quel rôle chacun de nous a joué. Je crois que il faut d'abord insister sur cette prise de conscience collective que c'est un cadre de référence pour le développement du pays. Et ce cadre de référentiel et de référence a en son sein des éléments positifs qui vont en faveur des populations que nous sommes, et que, puisqu'il s'agit de notre intérêt, chacun à son niveau a un rôle essentiel à jouer. Le rôle consiste à s'inscrire, chacun en ce qui le concerne et dans le domaine où il est, à répondre aux directives posées par le PND pour que, malgré la Covid-19, le PND trouve à avancer. Le PND trouve à avancer. Pour ce qui nous concerne, nous, à la douane et à l'OTR, j'avoue que tout est mis en œuvre pour l'accompagnement et pour que tout parte sur de bons rails. Et en tant que population, chacun se devrait d'être conscient. Et puisque c'est l'affectation sanitaire qui fait que tout est en berne, c'est une prise de conscience pour que la santé soit vite retrouvée et que le taux de propagation de la Covid-19 soit au plus bas niveau. Et puis, ceci devrait aider à nous lancer dans la continuation de nos activités, même avec la Covid, pour qu'on parvienne à véritablement débouler et lancer ce programme qui n'attend que des indicateurs de santé s'améliorent. Monsieur le docteur Akaya, vous êtes en ligne, vous nous suivez. Quel rôle chacun de nous va-t-il jouer pour que nous menions à bien notre PND? Je ne sais pas si on m'entend. Si, nous vous recevons. Vous pouvez aller. Ok, alors, il y a quelque chose de très important que je voulais préciser, notamment dans les réalisations du PND. En fait, il faut toujours avoir en idée, quand on parle du PND, de deux grands axes. Il y a l'axe des réformes et l'axe des projets. En fait, en économie, quand vous voulez attirer l'investissement, vous devez dérisquer les secteurs. Et c'était ça le premier principe directeur du PND. Pour que le PND réussisse, nous avons identifié les gros goulots d'étranglement qui limitent l'investissement. Et c'est pour ça que en 2018-2019, et d'ailleurs depuis 2017, le Togo s'est lancé sur de grands chantiers de réforme qui aujourd'hui le positionnent, comme tout le monde le connaît sur le plateau, comme le pays le plus réformateur en Afrique et le troisième dans le monde. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la grande partie, le gros du travail est fait. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que le Togo soit positionné comme un pays attractif sur les investissements. Et c'est ça qui débloque la question de la réalisation des projets. Donc, le dérisking du Togo, notamment l'ensemble des projets aujourd'hui, est une effectivité. Et c'est très important quand on veut parler de monde, pas en Afrique, mais au monde, à attirer le plus d'investissements par rapport à la taille de son économie. Rien que pour l'année passée, les engagements en termes d'investissement que nous avons reçus sont énormes. Vous avez notamment sur oui, donc le docteur Akaya nous parlait de deux axes dans les axes du PND qui sont normalement les trois axes. Donc il y a les réformes et les projets. Et donc il a dit qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau des réformes et les projets, nous les connaissons. Nous avons 15 projets phares
hein, dans le PND. Et comme tout le monde le sait, c'est ce qu'il disait. On sait aujourd'hui que sur ces dernières années, le Togo a quand même été classé parmi les meilleurs projets ou les meilleurs pays réformateurs, hein, du monde. Et donc, voilà, c'est ce qui nous révélait avant qu'on ait le souci. On a une petite question, hein, qui vient de nos internautes. La place de la culture dans le PND, je vais coupler ça avec une autre question, en même temps de l'acte 3. Donc, quels sont les systèmes d'inclusion mis en place, hein, par l'État dans le PND? Donc, M. Agodé, d'abord. D'accord. Et puis, on va tendre petit à petit vers la fin. Donc, on va aller très rapidement sur les interventions. Merci. D'accord. Pour revenir rapidement, avant de revenir rapidement à votre question, sur la question de quelles sont nos responsabilités, oui. Je pense que le défi qui se pose avec le PND, c'est un défi d'appropriation du PND par tout le monde. C'est de se poser la question de savoir en quoi, suivant nos différents secteurs d'intervention, les objectifs du PND orientent nos choix d'intervention. Et c'est en cela que nous pouvons nous dire jusqu'où nous nous sommes appropriés de ces objectifs. Nous nous assurons que dans nos actions, surtout pour le secteur de la société civile qu'on connaît, et pour peut-être d'autres secteurs, en quoi ces choix que nous faisons s'alignent sur ces priorités et prennent en compte les cibles fixées, fixées pour le compte du PND. Maintenant, pour ce qui est de la culture, d'abord des mécanismes d'inclusion, je pense que l'inclusion d'abord doit se voir d'abord sur la question de l'équité genre, sur la question de la participation des groupes entre griffes exclus. Et l'accent a été mis sur les jeunes et les femmes. Et quand je parlais entre autres de l'effet 4 de l'axe 3, qui parle clairement de la promotion de l'emploi décent, productif et durable, notamment pour les jeunes et les femmes, qui sont entre autres les groupes les plus vulnérables. Donc c'est beaucoup plus des actions orientées vers comment donner davantage de moyens à ces personnes vulnérables pour qu'elles puissent vivre décemment. Je voudrais utiliser le terme le plus simplement possible comme cela. Et on peut citer entre autres des actions en vue du renforcement de la protection sociale, tout ce qui est prévu au titre de ces actions-là, sur la question de l'emploi de cette cible vulnérable et sur l'accès sur l'accès aux services sociaux de base. Ça fait partie des éléments qui entrent dans la promotion de l'inclusion, il y a des mécanismes mis en place pour accroître l'inclusion. Je pense que l'un des axes qui a couvert la plupart des secteurs de développement, c'est l'axe 3, là, bien sûr, qui parle donc en l'effet 17 sur le développement des entreprises culturelles qui soient facteurs de croissance et de création d'emplois. Et donc, l'État a prévu des mesures, je pense que certaines même ont déjà commencé par, le docteur Akaya parlait des réformes, et n'était pas seulement d'ordre économique et financier, il était également sur ces aspects-là de revisiter les fondamentaux de ce secteur et puis voir pour chacun des projets prévus pour ces secteurs leur mise en œuvre. Je pense, comme je le dis toujours, c'est des actions qui sont déterminées par l'essor économique, le développement économique. Et donc, tout à l'heure, on ne voit peut-être pas, tout comme on voit les routes en train d'être tracées, la plateforme industrielle en train d'être mise en place, mais qui sont en train de se mettre en place progressivement. Merci à vous, M. Agodé. Donc, on se dit que tout se concentre un peu plus dans l'axe 3 pour les jeunes et les populations vulnérables. Merci. Oui. Nous tournons vers M. Gley, toujours avec cette question d'abord, et puis après, s'il a des ajouts. Ce sera en même temps, on va commencer à aller à la fin, donc on va aller très rapidement. La place, hein, quel rôle nous pouvons tous jouer comme pour pouvoir mener à bien notre PND? Merci. Des buts qui sont assignés et en cela interpeller la conscience des uns et des autres que le télétravail peut contribuer si aujourd'hui
la dématérialisation aussi est de mise pour que la chose soit des plus simple et qu'on puisse être chez soi et travailler pour qu'on ne dise pas que la maladie empêche de réaliser le travail qui est dû. Donc c'est ces mots que moi je voudrais conclure. Il faut accepter la maladie et se donner l'espoir que le PND a tout pour continuer dans sa réalisation. Très bien, merci beaucoup M. Méditribé. Je pense que la parfaite illustration de ce que vous venez de dire, c'est que déjà l'année passée, quand on avait lancé le salon Ferrim, on avait fait salle comble au Palais des Congrès. Et cette année, malgré la Covid, malgré les difficultés, on a quand même, les organisateurs, on l'a quand même organisé. Nous tendons vers la fin, avec un bon salon d'ailleurs, 100% digital. Donc, garder espoir, se battre et se dire que le PND a tout pour nous accompagner. Votre mot de fin, Monsieur Gley, toujours en 1 minute, là, vous ne l'avez même plus. Merci beaucoup. Pardon, Une minute, merci. Et je pense qu'il faut vivre avec la pandémie. On a réussi jusqu'alors, on peut continuer de vivre avec la pandémie. Et dans ce cas, il faut réinventer les sources de financement, restaurer et mettre à niveau nos entreprises pour permettre au PND d'évoluer, de continuer de vivre. Réinventer le financement, la banque, mettre à niveau nos entreprises et restructurer celles qui sont un peu tordues pour permettre que le PND porte le développement et le bien-être de notre pays. Voilà. Merci à vous. Je pense que le gouvernement s'est réinventé. Il reste au reste de la population, aux entrepreneurs de se réinventer. La banque. La banque aussi se réinventer, les entreprises de se réinventer pour qu'ensemble nous puissions réussir. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé vos expériences avec nous et avec les internautes. Merci aux organisateurs de Terreau Fertile pour ce salon 100% digital. Et donc nous disons à tout le monde de s'approprier le PND pour qu'ensemble nous puissions réussir. Merci beaucoup.